Bonjour, nous voici avec un nouvel extrait. Celui-ci, il s'agit de L'affaire des coups tranchés de Didier Bloch. Chapitre 1. Vendredi 26 août 2022, le soir. La nuit était propice à la promenade, tout comme ce mois d'août. Un été caniculaire qui prenait fin et la fraîcheur était accueillie par tout le monde comme une bénédiction. La pluie tombée, dans l'après-midi, avait ranimé les âmes éteintes depuis plusieurs semaines, et la petite rue, habituellement déserte, était parcourue par de multiples touristes sortant du bouchon lyonnais qui siégeait là. La Saône, toute proche, coulait doucement. Sur ses berges, une multitude de couples en balade amoureuse. Les voitures étaient rares, laissant la part belle aux trottinettes et aux vélos. La lune éclairait cette fourmilière heureuse et paisible, appelant au romantisme et à la rêverie. Ce soir, Lyon était belle. Parmi les promeneurs, Auguste Le Semeur, petit homme dont l'embonpoint révélait le goût pour la bonne chère, contraint par la chaleur de rester le plus souvent dans sa chambre d'hôtel, il attendait cette soirée depuis longtemps. Des séjours dans la capitale des Gaules, il en avait fait plusieurs déjà. Veuf depuis quelques années, il avait passé beaucoup de temps auprès de son épouse souffrante et incapable de se déplacer, alors maintenant il en profitait. Les régions de France ne lui étaient plus inconnues. Ce n'était pas pour rattraper un retard de loisirs, mais plutôt pour faire ce que son épouse et lui désiraient tant réaliser ensemble, voyager. Sa petite retraite ne lui permettait pas de faire de longues croisières, mais visiter l'Hexagone était dans ses moyens, et pour satisfaire la mémoire de sa femme, il emportait son urne à chacun de ses voyages. Ce soir, exceptionnellement, il avait emporté les cendres de son épouse dans son sac à dos, car il allait dîner dans une institution lyonnaise, chez Abel. Le décorum était exactement comme il l'espérait, boisé, chaleureux, à taille humaine. Le parquet qui grinçait sous les chaussures, les tableaux et les photos du siècle des mères lyonnaises, cette odeur de crème et de champignons glougloutant dans les casseroles de cuivre, les clients qui dégustaient leurs mets en bavardant, tout cela lui ouvrait encore plus l'appétit. Attablé, seul, près d'une fenêtre, Auguste parlait à son urne posée sur la table. Voilà, Camomille, nous y sommes. Camomille était le surnom qu'il donnait à son épouse, qui s'appelait, en réalité, Camille, bien entendu. Personne ne semblait étonné de le voir ainsi faire la conversation à une urne de laiton. C'est comme nous l'imaginions, ma chérie. Du bois de partout et une lumière chaude, presque tamisée. Et cette odeur, tu aurais adoré. Je sais, ce n'est pas donné, mais on vit qu'une fois. Tu en sais quelque chose, hein? Auguste accueillit son premier plat avec enthousiasme. Un saucisson chaud aux lentilles tièdes. Puis il dégusta son poulet au morille à la crème, tout aussi religieusement. Parfois il faisait sentir son assiette à sa défunte épouse, tout en regardant autour de lui, espérant ne pas trop se faire remarquer. Puis, après le Saint-Marcellin et le fondant au chocolat, il prit le chemin des quais de Saône. Sur le bas-port, des amoureux squattaient des bancs. D'autres, plus amoureux de la boisson qu'autre chose, vidaient leurs canettes en regardant la lune se refléter à la surface tranquille de l'eau. Suivant les rails d'un ancien tramway ou d'un train de déchargement, il enquilla en direction de la confluence. Nouveau quartier qui faisait beaucoup de place aux promeneurs comme lui. Les péniches, arrimées, étaient vivantes de gens prenant leur digestif à la belle étoile. D'autres bruissaient de chants et de fêtes. Les badauds ne se pressaient pas pour rentrer chez eux. Demain étant le week-end, ils profitaient de la fraîcheur du soir. Auguste arriva jusque vers la darse nouvellement creusée. Des gamins plongeaient là, bravant l'interdiction municipale, riant et fumant leurs joints sans nuire à quiconque. Il prit place sur un banc bordant un des deux étangs artificiels créés ici. Des ragondins laissaient un sillon à la surface, mais avec l'obscurité, il n'arrivait pas bien à les distinguer. Après une petite heure de pause, minuit étant déjà bien entamé, il prit le chemin du retour, repassant par le même itinéraire. Il était fatigué, mais tellement heureux d'être là, avec sa camomille dans le sac. Il ne lui parlait pas vraiment, mais discutait mentalement avec elle, et elle lui disait qu'elle aussi était heureuse. Cela le réjouissait encore plus. Remontant sur le quai Maréchal Joffre,
il le longea jusqu'au square Jameau. Petit havre de verdure avec son bac à sable et quelques balançoires. Ce n'était pas difficile d'imaginer les bambas s'égayer ici, sous les regards attendris mais inquiets de leurs parents. Un clochard sommeillait sur un banc de béton. Il le laissa tranquille, puis emprunta la rue Guinemer, là où se trouvait le comptoir chez Abel. Tout était fermé, mais quelques raies de lumière filtraient de ci de là. Comme la rue était déserte, il marchait en son milieu, sur les pavés. Aux fenêtres, derrière les rideaux, il imaginait bien les couples s'enlacer, regardant la télévision ou encore se disputer. Tu vois, ma camomille, si nous avions pu, c'est ici que nous aurions dû vivre, et mourir aussi. Tu ne crois pas? Nos enfants, si nous avions pu en avoir, se seraient amusés dans le square, et tous les samedis, nous aurions dîné chez Abel. Qu'en dis-tu? Bien entendu, il n'y eut pas de réponse, mais dans son esprit, ils étaient sur la même longueur d'onde. Comme toujours. Au-dessus de lui, comme un immense nuage masquait la lune, il leva la tête et aperçut une multitude d'yeux verts et jaunes, puis plus rien. Le commissaire Alain ne supporte pas d'être dérangé à point d'heure. Ses subalternes le savaient, donc ce devait être urgent pour qu'il l'appelle à 2 heures du matin. Que se passe-t-il, Brisac? Valentin Brisac, pas un perdreau de l'année, mais un homme qui n'avait jamais réussi à gravir les échelons. Le commissaire l'aimait bien, non pas parce qu'il était parisien comme lui, mais parce qu'il ne faisait jamais un pet de travers. Les ordres, la hiérarchie, et c'était tout. Très pratique pour lui. Un truc bizarre, commissaire. Bizarre comment? Un corps et une tête, le tout séparés de 10 mètres environ. D'accord. Une revendication genre Allahu Akbar? Rien de tel, selon le seul témoin. Ah, il y a quand même un témoin? Cela s'est passé où? Rue Guinemer, dans le 2e arrondissement. J'arrive. Rue Balise et tutti quanti, hein. Bien sûr, commissaire. Lorsqu'il raccrocha, concentrant toute son attention sur sa personne, Alain ne ressentit rien. Son instinct de flic ne le prévenait d'aucun danger, aucune entourloupe. Haussant les épaules, il sortit de son lit et commença à s'habiller. La douche attendrait. Si tout se passait bien, d'ici 2 heures, peut-être 3, il pourrait être de retour pour prendre un vrai café. Pas cette pistonne des machines de l'hôtel de police. Il avait renoncé à installer une machine à café digne de ce nom dans les locaux. Celle qu'il avait apportée 3 ans auparavant avait été volée. Incroyable. Si par malheur cela prenait plus de temps, s'il n'avait pas l'occasion de refaire un tour par chez lui, il irait au bistrot du coin, le café étant acceptable. Les rues étaient désertes, et à cette heure, et le trajet lui sembla incroyablement court. Arrivé sur les lieux, les gyrophares scintillaient dans la pénombre. Il se serait cru en boîte de nuit. Brisac vint à sa rencontre et l'amena jusqu'au corps. Il gisait sur le ventre, sac à dos encore en place. Puis il l'amena plusieurs mètres plus loin, où se trouvait la tête de la pauvre victime. Que dit le légiste? La coupe est nette, sans bavure. D'après lui, seule une guillotine peut réaliser cet exploit. Et vous avez trouvé une guillotine dans le coin? Non. En revanche, la version du témoin est étrange. Étrange comment? Étrange. Il le conduisit jusque dans l'allée d'un vieil immeuble. Là se trouvaient 2 policiers en uniforme et un homme blond, l'air un peu ailleurs. Alain reconnut immédiatement l'emprise de l'alcool et peut-être d'autres substances. Voici monsieur Mifasol, dit Brisac. Bonjour monsieur, vous avez vu quelque chose? Oui, monsieur l'agent. Commissaire Alain, s'il vous plaît. Commissaire, pardon. Sa tête a sauté de son corps. Pof! D'un coup. Qu'avez-vous pris ce soir? Pardon? Le commissaire n'aimait pas les gens qui se mettaient dans un état second, encore moins quand il s'agissait de l'unique témoin. Regardant en l'air, il s'aperçut que maintenant, ils avaient beaucoup d'admirateurs. Peut-être y aurait-il d'autres témoignages. Brisac, allez m'interroger ces curieux. Maintenant qu'ils sont bien réveillés, ils auront sans doute des choses à dire. Sinon, qu'ils retournent se coucher. Monsieur Mifasol, je vais vous demander de nous suivre jusqu'à l'hôtel de police. Nous prendrons votre déposition. Maintenant? Bah oui, pas dans 10 jours. C'est que je dois m'occuper de mon chat. Le chat, il ne manquait plus que ça. Je vous accompagne jusque dans votre appartement, si vous le voulez bien. Ma foi. Le logement se situait sous les toits et n'était accessible que par les escaliers. Bien que l'air se soit rafraîchi, Alain transpirait à grosses gouttes.
C'était un petit studio, plutôt bien entretenu à la surprise du policier, tandis que le locataire cherchait son animal et les croquettes. Il en profitait pour fouiner l'air de rien. Rien de bien intéressant, si ce n'était le katana flambant neuf. À croire qu'on venait de le nettoyer. Le jeune revint vers lui, l'air satisfait, puis inquiet de voir le commissaire examiner son sabre. C'est un cadeau. Il est neuf? Non, non. Il brille bien en tout cas. Je l'ai astiqué dernièrement. Très bien. Je vais l'emporter avec votre autorisation. Puis vous répondrez à quelques questions. Et le chat? Quoi, le chat? Vous en avez terminé avec lui? Le jeune homme ne répondit pas. Il prit son portefeuille sur la table d'entrée et ferma derrière lui. Ils redescendirent en silence, et un gardien de la paix s'empara de l'arme et fit entrer le suspect dans une voiture qui prit rapidement le chemin de l'hôtel de police. Le commissaire resta sur les lieux quelque temps, circonspect quand on lui montra le contenu du sac à dos de la victime. Une urne en laiton pleine. Brisac, qui était de retour lui aussi, prit la parole. Je voulais vous en parler. Encore une bizarrerie. Effectivement. Qu'est-ce qu'il foutait avec une urne funéraire? On sait qui est la victime? Les papiers sont imbibés de sang. On en saura davantage plus tard. D'où est-ce qu'il venait? Je veux dire, il se baladait? Un rendez-vous? Selon monsieur Mifasol, il était seul dans la rue. L'air tranquille. Ouais. Allez, on va retrouver ce Mifasol. Au fait, les curieux aux fenêtres. Rien de ce côté-là, commissaire. De retour à l'hôtel de police, dans le 8e arrondissement, il entra immédiatement dans son bureau et fit amener André Mifasol. N'ayant pas encore eu le temps de prendre un café, Alain était de mauvaise humeur. De plus, il n'en savait pas davantage, pour le moment, sur le sabre retrouvé chez le suspect, car il avait bien l'intention d'en faire un suspect, juste afin de clore cette enquête au plus vite. Monsieur Mifasol, prenez place. L'intéressé obéit, les regards, visiblement en manque de sommeil et le cerveau encore embrumé. Il connaissait cet endroit pour y avoir été convoqué il y a 3 ans déjà. Violence conjugale. Une gifle intempestive et sous le coup, non pas de la colère, mais de l'alcool. Depuis plus rien. Il respectait la mesure d'éloignement. Excusez-moi, monsieur. Pardon, commissaire, mais qu'est-ce que je fais ici? Je voudrais vous entendre sur ce que vous avez vu cette nuit. Rien. Juste ce monsieur qui marchait tranquillement et puis hop, plus de tête. Que faisiez-vous à la fenêtre? C'est interdit de fumer une clope à la fenêtre. Mon chat déteste l'odeur de la cigarette. Le chat encore. Et la victime, elle était seule? Il n'y a pas eu une autre personne dans la rue? Un truc bizarre? André se gratta la tête, visiblement perplexe. Non, il regardait en l'air et hop, plus de tête. Et du sang. Beaucoup de sang de partout. La tête a roulé un peu plus loin. C'était au tour du commissaire d'être perplexe. Et vous nous avez appelé immédiatement? Non, je suis descendu en 4e vitesse, mais quand j'ai vu de près le massacre, je suis remonté vous prévenir. Vous n'aviez pas votre téléphone avec vous? Je n'ai qu'un téléphone fixe pour le moment. Mon portable est en réparation. Le commissaire notait tout cela méticuleusement. Et le sabre? Le katana? Eh bien quoi? Il vous sert à couper le saucisson? Je fais du haïdo. Iaido? C'est l'art de couper avec un sabre, une tradition japonaise. Voilà qui est intéressant. Depuis longtemps? Quelques années déjà. Vous êtes intéressé? Peut-être. Qu'avez-vous vu dans le ciel que la victime aurait pu voir? Ben rien, justement. C'est ce qui est étrange. J'ai aussi regardé en l'air et je n'ai rien vu. Peut-être une étoile filante? Impossible de voir les étoiles depuis la grande ville. Trop de pollution lumineuse. Alors je ne sais pas ce qu'il a vu. Je peux y aller maintenant? Le commissaire Alain regardait fixement et longuement son vis-à-vis. Il ferait un suspect parfait, même un très beau coupable, mais quelque chose le dérangeait. Quelqu'un qui vient de commettre un crime n'invente pas une histoire aussi tordue. Il se crée un alibi solide ou feint la perte de mémoire, au pire. Mais là, cette histoire de tête sauteuse, c'était fort de café. À propos de café. Monsieur Mifasol, vous pouvez partir, mais pas de la ville. Nous vous recontacterons certainement sous peu. Tant que je peux aller dormir, ça me va. Au revoir, commissaire. Il n'était guère plus avancé maintenant, et le manque de café se faisait de plus en plus sentir. Brisac entra dans le bureau. Alain interrogea son lieutenant. Brisac, on a du nouveau sur le katana? Non, commissaire, c'est trop tôt. Demain peut-être. Et vous? Rien non plus.
Mais je garde ce mi-fasole sous le coude, on le reverra. Laissant son collaborateur à ses affaires, il descendit au rez-de-chaussée pour prendre un café au distributeur. Comme toutes les nuits, il y avait du monde qui patientait sur les chaises du hall. Des victimes de larcins, de violences, des femmes malmenées, bref, la routine. En portant son gobelet à l'extérieur, il regarda le ciel. Il était orangé, blafard, mais pas d'étoiles en vue. L'air était frais, agréable. Même l'odeur des gaz d'échappement s'était dissipée. Trempant ses lèvres dans le breuvage brunâtre, il fit la grimace et jeta le tout dans la poubelle à proximité. À sa montre, il était 3 heures du matin. Dans 2 heures, le bar le plus proche allait ouvrir ses portes. Aurait-il la patience d'attendre? Pas sûr. Mais malheureusement, il n'avait pas le temps de faire l'aller-retour jusqu'à chez lui. En fait, si. Mais c'était la flemme qui l'en empêchait. Il fit demi-tour et reprit la direction de son bureau. Brisac était toujours au sien, consciencieux, à faire de la paperasse. Brisac, les autres personnes dans la Guinemer ne vous ont pas parlé d'un truc bizarre dans le ciel? Un truc bizarre dans le ciel? Fit l'intéressé en levant le nez de ses papiers. Une lueur, un éclair, un bruit, un truc comme ça? Non, commissaire, ils dormaient tous à cette heure-ci. Alain s'assit devant son écran, sans rien dire, laissant Brisac dubitatif. Le commissaire réfléchissait en regardant sans vraiment le voir son écran. Il relut ce qu'avait déclaré Mifasol, et, s'il n'était pas vraiment suspect, alors il était dans la merde. Il ne restait plus qu'à espérer que l'on retrouve des traces de sang, même infimes, sur ce putain de sabre japonais. Il fallait qu'il y ait du sang sur ce putain de sabre japonais. Mais maintenant, le plus dur, c'était de patienter jusqu'à l'ouverture du bistrot. Elle était là, pour le moment, la priorité. Et voilà pour cet extrait. Je vous conseille fortement de lire L'affaire des coups tranchés de Didier Bloch. C'est une histoire vraiment très très étrange et passionnante. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.